Il y a quelques jours, la team, j'ai réalisé une vidéo intitulée exactement «L'esclavage des Noirs chez les peuples arabes, une histoire occultée». Et cette vidéo a suscité énormément de réactions et de commentaires. Et parmi ces réactions, un argument est souvent revenu. Je cite, l'esclavage existait déjà en Afrique avant la colonisation, avant l'islam et avant le christianisme. Cet argument est généralement utilisé pour relativiser l'horreur des traites négrières arabo-musulmanes ainsi que traites négrières transatlantiques. C'est précisément pour répondre à ce genre de commentaires et compléter ma précédente vidéo que j'ai décidé d'approfondir ce sujet. Mais concrètement, que signifie vraiment cette affirmation ? Peut-on réellement parler d'esclavage au sens où nous l'entendons aujourd'hui ? Et troisième question, est-ce que c'était un système totalement différent ? Dans cette vidéo, la team, nous allons voir en quoi la captivité en Afrique, donc pré-islamique et pré-chrétienne, n'avait strictement rien à voir avec la déshumanisation radicale imposée par ces deux traites. Et nous allons également démontrer comment ces arguments sont utilisés, donc instrumentalisés, pour minimiser l'impact de ces deux traites négrières. L'une des premières preuves fondamentales que l'Afrique précoloniale ne connaissait pas l'esclavage au sens où nous l'entendons aujourd'hui, c'est l'absence de mots désignant ce concept dans les langues africaines traditionnelles. Par exemple, en Yoruba ou en Bambara, ou même en Swahili, ou je pourrais même dire encore en Wolof ou en Kikongo, il n'existe pas de terme correspondant à esclave dans le sens occidental du terme. En revanche, on trouve bien des mots comme captif, ou serviteur, indiquant des statuts temporaires ou évolutifs. Maintenant, parlons de la notion d'esclave. Pour faire une définition de ce terme, une personne réduite à l'état de marchandise, sans aucun droit, et transmise comme un objet, est une construction importée par les traites négrières transatlantiques et arabo-musulmanes. Les sociétés africaines considéraient les captifs comme des individus pouvant évoluer, et c'est là la différence, au sein de la communauté, et non comme des biens immuables. Si nous parlons de quelques recherches scientifiques, recherches linguistiques et anthropologiques, ces recherches démontrent que cette conception a été imposée par les marchands d'esclaves arabes et européens qui ont instauré un marché basé sur la déshumanisation totale des captifs. Et c'est là la très grande différence, la team. Dans les sociétés africaines précoloniales, les captifs de guerre pouvaient être intégrés dans la communauté, comme je le disais tout à l'heure. Contrairement aux esclaves des traites négrières, ils n'étaient pas considérés comme des sous-hommes, ni réduits à un statut de marchandise à vie. Ils avaient des droits, pouvaient se marier, avoir des enfants libres et même accéder à des postes élevés dans la société. Certains devenaient des conseillers royaux, des militaires ou des commerçants influents. Il existait même des cas où ces captifs devenaient des figures prospères et influentes au sein des royaumes africains. A l'inverse, la traite transatlantique et la traite arabo-musulmane imposaient un esclavage héréditaire. Comprenez-le bien, la team, un esclavage héréditaire, où les descendants des captifs restaient esclaves de génération en génération, sans espoir de libération ou d'intégration. Après, petite précision, comme je l'ai dit dans mon ancienne vidéo, effectivement, le Coran préconise de pouvoir libérer des esclaves pour la bonté divine. Mais en soi, les peuples ne l'ont pas réellement fait. Ce contraste est largement documenté par des anthropologues que j'apprécie, et ainsi que des historiens tels que Joseph Inokiri ou Patrick Meining, qui ont analysé les différences structurelles entre ces systèmes. En Afrique pré-islamique et pré-chrétienne, la captivité était principalement une conséquence des conflits. Lorsqu'un royaume vainquait un autre royaume, il prenait des captifs qui étaient ensuite, comme je le disais, intégrés dans la société, cette dernière victorieuse. Les captifs étaient souvent adoptés, mariés ou affectés à des tâches spécifiques, mais ils ne subissaient pas de conditions inhumaines ni de déshumanisation. Dans certaines sociétés, ils avaient même un rôle stratégique et politique très important. Prenons un exemple, la team. Dans le royaume du Kanem-Bornou, les captifs pouvaient être formés à l'administration ou à la guerre et obtenir des privilèges équivalents à ceux des citoyens libres. Cela contraste avec la traite négrière où les captifs étaient arrachés de leurs terres, transportés dans des conditions atroces et traités comme du bétail sur les marchés d'esclaves.
Les fouilles archéologiques, la team, menées sur différents ports négriers, comme Ouida ou Gorée, ont révélé des chaînes, des entraves et des cellules de confinement qui témoignent de cette brutalité sans précédent. Maintenant, nous pourrions se poser cette question. Pourquoi cette confusion entre la captivité en Afrique précoloniale et l'esclavage des traites négrières est-elle entretenue? Certains utilisent cet argument pour minimiser l'ampleur de la traite transatlantique et arabo-musulmane en tentant de justifier ces crimes par une prétendue pratique africaine préexistante. Or, comme nous le savons, ces traites ont profondément modifié les structures africaines en imposant un esclavage racial, marchandisé et brutal qui n'avait rien à voir avec la captivité traditionnelle africaine. La colonisation, bien évidemment, a également déformé les relations sociales en instaurant un esclavage basé sur la négation totale de l'humanité des Noirs. Les historiens, tels que John Thornton ou Olivier Pétré-Grenouillot, même si je ne suis pas en phase avec toutes ces idées, mais bon, là, pour le coup, je suis en accord avec ce qu'il dit, ont démontré que ces discours sont souvent utilisés pour détourner l'attention des responsabilités des négriers européens et arabes dans la construction d'un commerce fondé sur l'exploitation absolue. L'un des arguments, et j'insiste dessus, les plus souvent avancés pour relativiser la responsabilité des négriers européens et arabes dans les traites négrières est celui de la vente des esclaves par des Africains eux-mêmes. On entend fréquemment que des Africains noirs vendaient des esclaves noirs, ce qui pourrait suggérer une forme de complicité autochtone dans cette horreur historique. Mais il est important de clarifier ceci, la team. Même si certains royaumes africains ont effectivement capturé et vendu des individus, ce n'est pas quelque chose que je viens nier à des marchands arabes ou européens, cela ne représente pas une forme d'esclavage identique à celle imposée par la traite transatlantique et la traite arabo-musulmane. Avant l'arrivée des négriers européens et arabes, les captifs de guerre africains étaient traités selon des modalités très différentes. Ils étaient souvent intégrés dans la société, comme je le disais, pouvaient encore une fois se marier, mais je l'ai déjà dit, avoir des enfants et même parfois occuper des fonctions importantes dans la société, que ce soit fonctions politiques ou militaires, mais l'esclavage tel qu'on le comprend dans le cadre des traites négrières, où, il faut rappeler, la déshumanisation totale et l'hérédité de la condition esclavagiste était systématique, était, et c'est important de le dire, que vous le compreniez bien la team, était strictement inconnu en Afrique avant l'introduction de ces pratiques étrangères. Les royaumes africains qui ont participé à la traite ne l'ont fait que sous une forme de pression énorme. Les négriers européens ont imposé des stratégies brutales de manipulation et de division entre les différents royaumes africains en utilisant des armes et des menaces de guerre. Cette pression systémique a contraint certains chefs africains à vendre des captifs, souvent des prisonniers de guerre, dans le but de maintenir leur pouvoir face aux menaces extérieures. Maintenant, il est aussi essentiel de noter que, dans le cadre de la traite arabo-musulmane, le rôle des marchands arabes était tout aussi décisif. Ils ont souvent fourni les infrastructures commerciales en établissant des routes commerciales dédiées à l'esclavage, par exemple à travers le Sahara. Il faut bien comprendre qu'ils n'étaient pas de simples intermédiaires. Ils ont structuré et dirigé le commerce à grande échelle. En conséquence, l'argument selon lequel les Africains vendaient des esclaves minimise largement la dimension coercitive de cette dynamique et l'impact destructeur des empires négriers. Ainsi, bien que certains royaumes africains, comme je le disais, aient été impliqués dans la vente, et c'est indéniable, dans la vente de captifs noirs, cette participation ne doit en aucun cas être perçue comme un soutien actif, comme beaucoup le prétendent, ou une complicité morale dans le système de déshumanisation imposé par ces deux traites négrières. Les populations africaines ont largement souffert sous le poids de ce système brutal, qui a été imposé par des puissances extérieures, comme je le disais, et non par une initiative interne volontaire. Des recherches archéologiques et historiques appuient cette distinction. Les chroniques des voyageurs arabes et européens, comme Ibn Battuta par exemple, décrivent un système de captivité en Afrique pré-islamique où les captifs devenaient très souvent des membres à part entière de la société. Des sources, comme je le disais, comme celle de Ibn Battuta ou d'El Idrissi, relatent des sociétés africaines où les captifs de guerre pouvaient gravir les échelons et obtenir des responsabilités. Les vestiges des grandes civilisations africaines, exemple Empire du Mali, Empire du Ghana, Royaume du Congo, montrent que les sociétés étaient organisées autour de structures sociales intégratives
loin de la logique de déshumanisation propre aux traites négrières transatlantiques et arabo-musulmanes. En guise de conclusion, la team, je dirais que nous avons vu que l'esclavage, au sens occidental du terme, est quelque chose d'inconnu qui n'existait pas en Afrique pré-islamique et pré-chrétienne. La captivité de guerre, qui était pratiquée, parce que nous nions pas qu'il y avait des captifs de guerre et des guerres, ce qui est logique, toutes les sociétés humaines, était un phénomène radicalement différent de la traite transatlantique et traite arabo-musulmane. Les captifs africains étaient intégrés dans la société, pouvaient progresser socialement et n'étaient pas déshumanisés. Et c'est ça qui est important. Cette réalité historique est occultée pour justifier ou minimiser les horreurs des traites négrières. De plus, la participation de certains royaumes africains à la traite transatlantique, par exemple, n'a pas été volontaire, mais très souvent imposée par la pression des négriers européens via des armes, etc., etc. Donc la team, j'espère avoir répondu à cette question. Mais maintenant, si cette vidéo vous a apporté un nouvel éclairage dessus, n'hésitez pas à la partager, à me donner vos réflexions en commentaire, ça m'intéresse. De mettre un petit pouce bleu pour le référencement comme d'habitude, ça aide à propulser la vidéo. Parce que c'est beaucoup de recherche, de lecture, etc. pour faire ces vidéos-là. De vous abonner à la chaîne et surtout la team d'activer la cloche des notifications pour ne rien rater de toutes mes prochaines vidéos. Parce que comme vous le voyez, je sors des vidéos tous les jours en ce moment. Je suis chaud la team. Donc voilà. C'était ton boy Jimmy. Peace.